franceinter.fr. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous avez vu peut-être cette phrase de Xavier Bertrand hier à propos de sa famille politique. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus. Est-ce que vous pourriez dire ça du Parti Socialiste ? D'abord, je pense pas que ce soit une affaire d'amour. C'est un parti politique. Si ça l'avait été, je pense qu'il y aurait pas eu beaucoup de partis politiques. Non, c'est parfois affaire de détestation quand même. Non, il faut partager d'abord des valeurs, un même projet politique, même s'il y a des chemins différents pour y parvenir. Et autour de ça, ensuite, espérer gagner les élections. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Républicains comme le Parti Socialiste ne gagnent pas d'élections. Et on peut se poser la question de savoir si la coexistence entre différentes personne ne relève pas de la différence de valeurs. Et je prends ma famille politique, si on est seulement en désaccord sur une orientation de politique économique, ça va. Mais quand on est en désaccord sur des valeurs, et on l'a vu sur la question de la déchéance de nationalité par exemple, se pose la question effectivement de notre capacité ou même de l'intérêt de coexister. Donc pour reprendre les termes de Xavier Bertrand, l'idée de qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on a encore à faire et à voir ensemble ? C'est une question qui se pose pour la gauche et pour le PS. Ce qui est formidable dans la période actuelle, si on ne parle que sur le plan politique, c'est qu'il y a incontestablement un système ou un équilibre des forces qui a été remis en cause par l'élection d'Emmanuel Macron, qu'elle permet aux uns et aux autres de pouvoir réfléchir à nouveau sur le sens de leur engagement, le sens qu'il y a à être de gauche, la redéfinition du clivage droite-gauche, sur quoi se formule-t-il, comment se formule-t-il. On a du temps pour le faire et je pense que c'est bien qu'à nouveau on plonge nos réflexions dans les racines des problèmes que rencontrent les Français. Donc moi j'y vois une opportunité aussi de reconstruire et de refaire la gauche. Ce débat, il aura lieu au sein du Parti Socialiste ou c'est plus votre problème, vous vous en fichez ? Non, mais je me fiche absolument pas de ce qui se passe à l'intérieur du Parti Socialiste. Mais pourtant, vous n'étiez pas au Conseil National du PS. Oui, je préférais être au cœur d'un grand rassemblement, la Gay Pride, la marche des fiertés, où on pose des revendications sociales, où un mouvement citoyen s'organise. Effectivement, il fallait arbitrer, j'ai préféré être là. Ça dit que votre appartenance au PS ne vous remplit plus de fierté ? Non, au contraire, je suis très fier. Et si ma gratitude ma gratitude doit aller à quelqu'un, ce sont aux militants socialistes qui ont fait ma campagne, à tous ceux qui n'étaient pas socialistes, mais parce que je suis très fier de cette idée-là. En même temps, cette idée-là, le socialisme ne se résume pas, fort heureusement d'ailleurs, à un parti politique, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on analyse un peu sérieusement ce qui nous est arrivé. Je ne crois pas qu'on soit dans une fête qui soit de la même nature que 1993. 1993, nous subissons un échec. Nous pouvons espérer ensuite que par un effet balancier, le pouvoir nous revienne à nouveau. Là, je considère que nous avons été remplacés. Ce qui est totalement différent aujourd'hui dans la nature de cette défaite, c'est d'abord que beaucoup d'électeurs ont pris l'habitude de ne plus voter pour nous depuis les élections municipales, qu'ils se sont portés ou sur Emmanuel Macron ou sur Jean-Luc Mélenchon, et que se pose la question de savoir comment cette idée que nous avons fait vivre pendant plusieurs décennies, le socialisme, se régénère. À mes yeux, elle se régénère, cette idée, d'abord par la confrontation à la question écologique et au fait de maîtriser les grandes transitions qui s'opèrent partout dans le monde. Donc il faut faire ce travail, mais il faut faire ce travail en ayant la volonté de dépasser les cadres et les étiquettes qui nous enferment aujourd'hui. C'est le sens aujourd'hui de ma démarche, elle est assez simple, mais en tout cas, moi je n'aspire pas finalement à continuer à militer dans un parti dont le seul objectif serait, il n'y a aucune que les radicaux de gauche ne prennent pas mal, mais si c'est pour faire le PRG d'Emmanuel Macron, ça ne m'intéresse pas. Parti des radicaux de gauche. Oui, qui a été longtemps un allié du Parti Socialiste. Moi, je n'ai pas envie que nous jouions les supplétifs d'autres forces politiques. Je pense qu'il y a à faire grandir une belle idée qui est celle du socialisme, mais en la faisant grandir en résonance avec notre époque, pas avec les époques passées. Alors, votre démarche, vous en parlez, Benoît Hamon. Vous allez donc lancer votre mouvement samedi sur la pelouse de Reuilly à Paris. Avec qui ? Comment ? Pourquoi faire ? Avec des citoyens et citoyennes, écologistes, socialistes, communistes, rien du tout, de gauche, qui s'engagent ou voudraient s'engager dans toutes sortes de mouvements. Mais c'est ce qu'on veut faire revivre au point de départ. C'est quoi la politique sinon renvoyer à nos rêves, à nos espoirs, à notre volonté de transformer la société? On va repartir du point de départ. C'est que on a besoin aujourd'hui de renouer avec une forme d'idéal, d'horizon de long terme, et de dire le chemin que nous allons construire. Et nous allons aborder et la transition écologique, et le rapport au travail, et la question démocratique sur trois espaces, une grande scène, une petite scène sur laquelle nous organisons une forme
forme de tribunal des générations futures. Nos petits-enfants jugeront nos choix ou nos absences de choix en matière d'alimentation, d'écologie, de pesticides, on en parlera peut-être. Nous allons aborder avec d'immenses intellectuels les questions du travail, nous allons aborder la question démocratique. Vous verrez, il y a un certain nombre de personnalités importantes qui viendront contribuer à nos travaux. Il y aura des contributions internationales. Ce sera un beau programme pour commencer à refaire la gauche sans exclusive des autres initiatives. Je vais vous dire, moi, je suis pour que... la formule est un peu... je vais pas dire les fleurs. Non, mais je fais attention parce que... Non, pas les fleurs. Non, pas les fleurs, mais en tout cas que 1000 initiatives s'épanouissent et qu'elles convergent toutes à un moment ou à un autre pour construire ce qui pourrait être la grande formation politique de gauche qui correspond aujourd'hui aux enjeux de ce siècle. Qui pourrait s'appeler comment ? Ça, on verra bien. Ça, c'est pas les questions de nom. Votre mouvement, là, samedi ? Pour l'instant, c'est le mouvement du 1er juillet. Ça s'arrête là. Du 1er juillet. Ce sera la date, effectivement. Donc, pour refonder la gauche. Pour y contribuer, absolument, oui. Et avec quel partenaire est-ce que la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon pourrait être un partenaire, Benoît Hamon ? Mais la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dans ses différentes formes, elle pourrait être un partenaire. Elle l'est localement parfois, mais son patron, pardon de le dire comme ça, parce qu'il n'y a qu'un seul patron, la France Insoumise, veut remplacer toutes les autres formations de gauche. D'ailleurs, la seule chose finalement qu'ait gardé Jean-Luc Mélenchon du Parti Socialiste, c'est cette tentation hégémonique permanente. Et elle lui est bien chevillée au corps. Moi je pense que tout ça c'est voué à l'échec. Et je pense que il n'y a pas d'issue à cela. Et il y a une diversité à gauche et dans la gauche française qui subsistera, et pardon de le dire, qui survivra à Jean-Luc Mélenchon y compris. Donc il faut continuer à faire vivre cette pluralité et espérer que les uns et les autres se rassemblent et retrouvent les voies de la raison, les voies de la raison étant pour la gauche, si elle veut le pouvoir, de se rassembler. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui se retrouveront samedi seront tous dans une opposition résolue au nouveau pouvoir ? Oui, je crois pouvoir le dire, mais comme ça, je vais pas parler au nom de tout le monde. D'abord, je sais pas, il y aura beaucoup de monde, mais oui, pourquoi ? Parce que ce pouvoir est d'abord un pouvoir, si on devait le classer sur le clivage droite-gauche, sur les questions économiques, il est clairement de droite. Qui peut penser aujourd'hui que ceux qui veulent faciliter le licenciement, augmenter les CDD pour créer, soi-disant, des emplois, là où une dernière étude de l'Organisation internationale du travail faite sur 111 pays montre que la déréglementation du Code du travail augmente le chômage. Alors, la déréglementation du Code du travail augmente le chômage. Eh bien, c'est le choix qu'on va faire dans ce pays, c'est-à-dire d'augmenter les CDD, de faciliter les licenciements, et ce choix-là est un choix qui va à l'encontre des intérêts des salariés à un moment où nous vivons des bouleversements technologiques qui les exposent, qui les rendent plus vulnérables. Et je rappelle que s'il existe des accords de branche, s'il existe un Code du travail, c'est parce qu'on a constaté quoi ? L'asymétrie du pouvoir entre l'employeur et l'employé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est particulièrement dangereux de dire à chaque chef d'entreprise, forgez-vous vous-même votre code du travail. J'ajoute que, sur un point, vous parlez de démocratie sociale, de dialogue social, quand on diminue le nombre d'occasions de pouvoir dialoguer avec la fusion du CHSCT, du comité d'entreprise, des délégués du personnel, quand de facto, on autorise l'employeur à utiliser le référendum pour aller contre le dialogue qui pourrait s'instaurer avec les représentants syndicaux, quand on permet à un chef d'entreprise de remettre en cause un accord qui est passé au niveau de la branche et qui est le résultat de la démocratie sociale. Non, ce projet de loi n'est pas un projet de dialogue social, c'est un projet de déréglementation du droit du travail. Faites une lecture gauche-droite sur le plan économique. J'ai vu dans cette interview au Zarock que vous avez accordée il y a quelques jours, vous faites une lecture de classe du nouveau pouvoir, une lecture marxiste ou marxisante. Vous dites Macron fait l'unité de la bourgeoisie autour de ses propres intérêts, qu'ils soient de gauche ou de droite. Oui, qu'ils aient été. Je m'explique. Je pense qu'il fait une triple synthèse, effectivement, Emmanuel Macron. Il fait une synthèse entre la vieille bourgeoisie et la nouvelle bourgeoisie. Cette nouvelle bourgeoisie qui vit de la nouvelle économie et qui a besoin de dérégulation, elle, pour prospérer et être plus riche. Il fait aussi une synthèse, et là où il l'a réussi, honnêtement, et il faut lui reconnaître l'habileté, entre une aile gauche qui était social-libérale et une aile droite conservatrice qui finalement partageaient les mêmes orientations sur le plan économique, les mêmes orientations sur le plan du droit du travail, les mêmes orientations parfois en termes de sécurité, mais nommaient différemment des projets de loi qui allaient pourtant dans le même sens. La droite aurait fait le CICE, la droite aurait fait la loi Macron, la droite aurait fait la loi El Khomri. Ça aurait eu un autre nom, un nom d'un autre ministre, mais de ce point de vue-là, cette synthèse est une synthèse qui relève du bon sens. Donc ces gens-là se sont réunis. Et il y a une troisième synthèse qui me préoccupe plus et qui
explique l'hyper-présidentialisation du pouvoir. C'est une synthèse entre la finance, en tout cas les intérêts du monde de la finance, et la haute fonction publique. On voit là une forme de consanguinité qu'on constatait auparavant à la direction du Trésor, à l'inspection des finances, qui aujourd'hui pilote les grands choix. C'est valable sur la question du Code du travail. Vous le verrez sur la prochaine loi de simplification qui est programmée par le gouvernement, qui est une loi dont on voit apparaître quelques bribes aujourd'hui, qui, au motif de remettre en cause ce qu'on appelle les surtranspositions du droit européen, ne pas aller au-delà de ce qui a été fixé au niveau européen, va remettre en cause le choix du législateur parfois de mieux protéger le consommateur, de mieux protéger le salarié. Exemple, eh bien dans ce projet de loi, on a parlé ce matin sur une autre radio des néonicotinoïdes, des pesticides. Je vous annonce que le gouvernement prévoit de remettre en cause le droit d'information des salariés quand leur entreprise est à vendre, droit créé pendant le quinquennat précédent, qui transposait pourtant une directive européenne que la France n'avait jamais transposée. Eh bien voilà encore une revendication patronale qui permettait aux salariés de savoir quand leur entreprise était à vendre et le cas échéant de pouvoir formuler une offre de reprise. Voilà encore une revendication patronale qui pourrait être satisfaite. Donc sur cette même radio, RMC, Nicolas Hulot indique que le document de travail qui circule n'est plus d'actualité. Formidable, c'est bien, mais moi je suis content qu'il puisse faire cette clarification. La réalité, c'est que sur ces questions, on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de lobbies poussent, ont des relais au gouvernement, et que là où il y a, parlons des pesticides, sur les néonicotinoïdes, une interdiction qui court à partir de 2020, et l'interdiction absolue de l'épandage aérien, sauf circonstances exceptionnelles, s'il y avait une remise en cause de ces dispositions-là, non seulement ce serait dangereux pour les abeilles, mais surtout pour la santé des hommes, et pour l'épandage aérien, c'est concrètement à l'origine, nous le savons, de nombreuses maladies pour des personnes qui ont respiré, malgré elles, des pesticides à cause de l'épandage aérien. Benoît, mon invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes avec les appels, les questions des auditeurs d'Inter. Il est 8h34. Et on poursuit sur le même sujet avec vous, Hélène Jouan, bonjour. Bonjour. Retour sur le week-end politique dans la presse ce matin. Dieu est mort, Marx est mort, et nous-mêmes, nous ne nous sentons pas très bien. Voilà, en paraphrasant Woody Allen, ce que vos quotidiens retiennent en effet ce matin, et de la droite et de la gauche. Alors d'abord, le Parti Socialiste. Eh bien, le PS est un esquif en perdition, tranche ce matin Yves Tréhard dans le Figaro. Sans barreur, ni programme, au bord qui plus est de la faillite financière. Comme le Parti radical socialiste, avant lui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Benoît Hamon, le PS est voué à l'effacement, à la marginalisation. Sans grande conviction, ces derniers affidés parlent de rénovation idéologique et organisationnelle, mais le cœur n'y est plus. Le PS est moribond. Et la droite aura fort à faire si elle ne veut pas subir le même sort, relève-t-il. Oui, c'est bien ce parallèle entre l'état du Parti Socialiste et l'état du Parti Les Républicains que beaucoup d'éditorialistes de la presse régionale font ce matin. L'interview cash, voire trash, hier, du président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, au journal du dimanche, continue de susciter des commentaires. Ces mots acides contre Laurent Wauquiez. Il court, a-t-il dit, contre l'extrême droite. Et puis son... Après, l'extrême droite, oui. Pas contre. Non, pas contre. Et puis nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus, laisse augurer du pire. Vous avez aimé la guerre Fillon-Copé, pronostique déjà Guillaume Tabar, eh bien vous allez adorer le match Pécresse-Wauquiez. Autant dire que la droite s'apprête à refaire exactement la même erreur qu'il y a 5 ans, se lancer dans une guerre des chefs, sans analyse rigoureuse de son échec, sans réflexion ambitieuse sur l'identité et le projet d'une droite post-Macron. Un paysage politique nouveau donc, où tout est à réinventer. Oui, c'est votre objectif, vous l'avez dit Benoît Hamon, vous nous l'avez expliqué. Eh bien c'est aussi ce que se propose de faire Jean-Luc Mélenchon dans son nouveau point d'ancrage, Marseille. La gare de Perpignan avait été décrétée centre du monde par Dali. Eh bien Marseille est appelée à devenir centre de la France insoumise, si l'on en croit en tout cas Christophe Deroubet dans le quotidien L'Humanité ce matin. Le nouveau député de Marseille aurait l'intention de faire de sa permanence l'un des sièges nationaux de son mouvement. Elle devrait accueillir une école de formation, des cahiers de doléances qui seront ouverts prochainement, qui nourriront une plateforme collaborative. Alors l'objectif de Mélenchon, c'est que Marseille devienne le berceau d'un nouveau rassemblement, les contours sont encore un petit peu flous, entre auto-organisation intellectuelle et force sociale, le tout, dit-il, pour peser sur la construction de la gauche du XXIe siècle. Les municipales sont-elles en ligne de mire ? Pas tout de suite en tout cas, affirme un proche de Mélenchon. Dans la Provence, l'actuel maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, confirme lui qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. D'ici là, dit-il, que mes amis se mettent d'accord sur un nom. En tout cas, vu tout le mal qu'il dit dans cette interview de son ancien ami et actuel président de la région PACA, Renaud Muselier, on pressent que la guerre des droites passera aussi
par Marseille. En attendant, l'exécutif Macron-Édouard Philippe se livre à une nouvelle chorégraphie, nous explique Cécile Cornudet dans Les Échos. Au président, la geste positive. Il réserve sa parole pour l'essentiel, en l'occurrence l'Europe, et il se déploie le reste du temps dans la langue des signes, pour reprendre l'expression de François Bazin. Alors la langue des signes, c'est la communication pilant à l'heure des réseaux sociaux. Ça donne Emmanuel Macron qui smash ce week-end pour promouvoir la candidature de Paris au JO 2024. Et puis à son gouvernement, en revanche, la confrontation plus rugueuse au réel. Pour Cécile Cornudet, c'est un retour à la logique présidentielle de la Ve République. Oui, enfin, un peu plus Bonaparte que Montesquieu, relève quand même Françoise Fressos dans la matinale du Monde, qui rappelle comment le président élu s'est glissé avec une facilité déconcertante dans l'habit du monarque républicain. Majorité boursouflée à sa main, un président de groupe désigné, Richard Ferrand, contre lesquels personne n'a osé se présenter, même pour simuler un semblant de liberté, remaniement du gouvernement en éliminant les gêneurs comme François Bayrou, et une presse qui vit des heures difficiles parce qu'elle est à peine informée, détaille Françoise Fressos. Comme personne n'avait anticipé que le macronisme ressemblerait à cela, dit-elle, tout le monde se perd en conjectures. Cette phase autoritaire est-elle un épisode transitoire ou un état appelé à durer ? Avoir la mine déterminée du premier consul, le doute est permis, conclut-elle. On termine, Hélène, en parlant des hommes. Des hommes et de la mode. Figurez-vous que les défilés parisiens du prêt-à-porter masculin printemps-été 2018 ont dévoilé quelque chose que nous ignorions, semble-t-il. Les hommes aussi ont des jambes. Ne ricanons pas, nous prévient Libération, car un progrès est bel et bien à l'œuvre. La Fashion Week Homme 2018 a sacré le Bermuda, donc dans tous ses états, et ça n'atteste rien de moins que la mode n'est pas qu'une bulle d'une insoutenable légèreté, mais qu'elle reflète la marche de la société, voire qu'elle la précède. La preuve, en pleine canicule, le 20 juin dernier, 6 conducteurs de bus de Nantes sont venus travailler en jupe, leur employeur leur interdisant le port du Bermuda. Et bien 2 jours plus tard, après un buzz incroyable et international, l'entreprise annonçait Eureka qu'elle autorisait le port du dit Bermuda les jours de canicule. Ça tombe bien, Hermès, Dior Homme, comme des garçons, proposent désormais le vêtement dans toutes les versions, décontracté ou chic, à rayures ou pailleté. Bon, c'est cher à chaque fois, pas forcément destiné à tout le monde et peut-être pas non plus aux conducteurs de bus, mais qu'importe, ce qu'il faut retenir, c'est que la mode a précédé la canicule et le dressing code suranné des entreprises. Alors je termine en vous signalant, ça n'a rien à voir, la naissance du premier pure player de photojournalisme. rdv-photo.com, c'est un site payant pour découvrir des sujets d'actualité ou de magazine, illustrés donc par des photographes de presse. À la une, par exemple, ce matin, les ouvrières de Sansonite, licenciées en 2007, qui racontent leur combat sur scène, ou encore 6 Feet Under, 6 pieds sous terre, mais alors pour de vrai, avec des cimetières surpeuplés qu'il faut désengorger pour les amateurs, donc, et les nostalgiques de vrais reportages photos. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse. Bonjour Sophia Ram. Bonjour Patrick. Vous serez là à 9h-5. Et oui, et c'est une chronique particulière, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur Benoît Hamon. Oui. Bon anniversaire, donc j'en profite là. Et aussi c'est ma dernière chronique de la saison. Eh ben oui, voilà. Et bon anniversaire, il y a aussi on a des messages d'auditeurs. Il y a des messages désagréables, d'autres un peu qui vous engueulent un peu, Benoît Hamon, mais il y a des choses très aimables et puis des messages de bon anniversaire. Voilà, 50 ans aujourd'hui. Dans un instant, on retourne notre invité. J'ai pas osé. Du lundi au vendredi matin sur France Inter. À partir de 10h, Grand bien vous fasse, la vie quotidienne à la sauce Inter. Ali Rébi. Nous vous délivrerons tous les conseils pour vivre un été de bonne humeur et dans un bon état physique. Nous recevrons le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux, le médecin généraliste Baptiste Beaulieu et l'animatrice Maïtena Birabin qui publie un ouvrage consacré aux légumes, forcément bénéfique en cette saison. Grand bien vous fasse. Du lundi au vendredi sur France Inter. À tout à l'heure. À partir de 10h. Chez Fortunéo, toutes les cartes sont gratuites, même la Gold. Oh. C'est en moyenne 360 € d'économie par an. Mais non. Ouais. Et en plus, les paiements sont gratuits dans toute la zone euro. Sérieux? Si vous aussi vous voulez changer de banque pour Fortunéo, rendez-vous sur fortunéo.fr. Fortunéo, j'aime ma banque. Conditions, gratuité de la carte et tarifs sur fortunéo.fr, susceptible d'évolution. Source meilleurbanque.com, octobre 2016, profil actif. Vous en avez assez des petites annonces? En voici une grande. Du 24 juin au 8 juillet, Audi vous souhaite la bienvenue aux journées All Access. Offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles. Entretien, plus financement, plus accessoires. Pendant les journées All Access, profitez de toute l'expertise et du savoir-faire d'Audi sur une large sélection de véhicules d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. Détail des offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. 8h42. France Inter.
Le 7-9, intervenez. Avec Claire Vie d'abord, qui nous appelle de Clichy. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. D'abord, j'anniversaire Benoît. Merci, c'est gentil. Je voulais vous demander, en fait, moi je suis militante pour vos idées, votre campagne. J'ai tracté jour et nuit. Et j'ai 22 ans, c'est la première fois que j'étais vraiment impliquée. Et en fait, la jeunesse, elle a vraiment envie de s'impliquer et de s'engager. Le problème, c'est que le Parti Socialiste, il n'a pas repris toutes vos idées. Alors du coup, on ne sait plus tellement quoi faire et on veut vraiment être avec vous, mais c'est difficile, donc voilà. Alors, une question comment on fait pour s'engager, pour reprendre vos idées dans le débat politique? Bien sûr, on sera là samedi, mais on a l'impression que du coup, on ne sait plus trop quoi faire pour s'engager concrètement sur le terrain, quoi. Est-ce que vous êtes, je peux vous demander, Claire Vie, si vous êtes adhérente au Parti Socialiste? En fait, j'ai adhéré exprès parce que je croyais que la ligne du Parti Socialiste allait reprendre celle du programme de Benoît Hamon. Donc pendant la campagne en janvier, j'ai adhéré. Et maintenant, maintenant, je suis un peu dans le désarroi parce que, par exemple, aux législatives, j'ai voté pour Europe Écologie Les Verts parce qu'ils reprenaient le programme de Benoît Hamon, mais pas le PS. Enfin, le PS reprenait un autre programme. J'ai compris. Benoît Hamon. Votre anniversaire, là, quand même. Oui. Claire Vie vous écoute et les autres auditeurs aussi. Bonjour à vous. L'intérêt du mouvement du 1er juillet, c'est quoi? C'est justement de plus avoir à se poser ce genre de questions, de plus être enfermé par une étiquette ou par un cadre un peu trop restrictif. On a besoin de respirer. Et moi, je voulais avoir un lieu très horizontal qui s'appuiera sur un site internet collaboratif, comme tout le monde le fait aujourd'hui, parce que c'est aussi la manière dont il faut travailler. Il faut travailler ainsi. Et moi, je souhaite qu'il y ait le maximum d'initiatives qui soient reprises, d'initiatives citoyennes. On va s'organiser en comités locaux. Ces comités locaux feront de la place à toutes les formes aujourd'hui d'engagement sur les territoires. Et ce sera une manière très concrète de s'engager à la fois chez soi, mais aussi sur le plan national. Est-ce que ce mouvement politique a vocation à se substituer au parti? Non. Aujourd'hui, c'est un mouvement politique qui propose de les dépasser, en tout cas de ne pas s'arrêter aux agendas qui sont ceux des partis. Aujourd'hui, nous allons construire. La question de votre appartenance au PS se pose. J'entends pour vous comme pour Claire Vie, j'entends et comme pour d'autres. Patrick Cohen, mais je comprends qu'elle se pose. La question est-ce qu'aujourd'hui la priorité c'est de se débarrasser immédiatement de nos étiquettes précédentes, de nos costumes précédents, des vieilles peaux, exactement. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je lance une initiative. Et cette initiative, elle est totalement ouverte. Et nous verrons de quelle manière la gauche se reconstruit. Entre 69 et 71, la gauche s'est aussi reconstruite par une multitude d'initiatives qui ont convergé. Quand moi on me dit je lance tel projet, j'entends des dirigeants nationaux ici ou là, moi je dis allez-y. L'essentiel c'est que nous convergions à un moment ou à un autre, et c'est le sens du mouvement que je lance le 1er juillet, donc samedi, pelouse de Reuilly. Je crois qu'on a bien compris. Xavier nous appelle de Montpellier, 14h. Xavier, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Hamon, bonjour, Patrick Cohen. Juste une petite remarque pour monsieur Cohen. Merci pour votre petit mot sur Georges Perec l'autre jour. Qu'un journaliste puisse faire une heure de grande écoute sur une antenne telle que la vôtre, ça montre que le monde n'est pas complètement pourri. Donc merci pour ce billet qui a touché les amateurs de Perec. Ma question, monsieur Hamon, est très simple. Je voulais savoir quelle était la place que vous comptiez donner au revenu universel, idée qui me paraît extrêmement intéressante et je trouve magnifiquement expliquée dans le petit livre de Julien Dournion, le revenu universel, que je me permets de conseiller à tous ceux qui veulent comprendre. Quelle est la place que vous comptez donner à cette mesure, aujourd'hui très mal comprise, dans votre projet politique ? Merci Xavier. Alors nous allons continuer à travailler autour du revenu universel. D'abord, on a fait de formidables progrès sur cette question en l'espace de quelques mois. Cette idée était quasiment méconnue, elle n'était même pas dans le débat public. C'est la principale idée retenue par les Français lors de l'élection présidentielle. Pour autant, on voit bien qu'elle interroge, en tout cas beaucoup de Français, sur la question de leur rapport au travail. Et c'est là-dessus qu'on a plus qu'une simple bataille politique à mener, mais une vraie bataille culturelle. Si je devais retenir un certain nombre d'enseignements de ma campagne, c'est que sur un certain nombre de questions, les idées que nous avons développées
souffraient de ne pas être suffisamment soutenues dans l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'elles auraient supposé que nous menions auparavant une bataille culturelle. Une bataille culturelle qui amène à repenser le rapport que l'on a au travail, qui aujourd'hui, d'abord, le travail, ça n'est pas que l'emploi. On peut faire du travail bénévole, on peut travailler sans être payé pour travailler. Et il faut donc repenser la manière dont aujourd'hui nous vivons de notre travail et la manière dont on peut s'épanouir en dehors du travail. C'est quoi la différence entre une bataille culturelle et une bataille politique ? Mais c'est que, pour faire vite, une bataille politique qu'on a menée dans une campagne présidentielle, c'est défendre projet contre projet, ce que j'ai essayé de faire pendant la primaire et l'élection présidentielle. Et j'observe que pour que les Français consentent à une réforme, il vaut mieux qu'ils en partagent l'esprit et qu'ils y soient culturellement préparés. C'est tout le principe aujourd'hui qui veut que dès lors qu'on croit dans la démocratie et la réforme, l'objectif est de préparer la société à ces réformes-là. Il me semble aujourd'hui qu'il y a chez nos compatriotes une inquiétude quant au travail, à l'idée de perdre son travail, un sentiment que l'on s'épanouit d'abord par le travail. Moi, j'aspire à ce que demain, on cherche à ne plus organiser sa vie seulement autour du travail. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne l'objectif de la lutte contre le chômage. Et moi, je retiens de cette élection présidentielle que le revenu universel s'est peut-être heurté aussi à une des lacunes de ma campagne, c'est que en parlant revenu universel, nous n'avons pas assez parlé d'emploi. Et on va avoir l'occasion d'en parler, d'emploi, aujourd'hui, à travers les choix qui vont être faits par le gouvernement, tant sur la réforme du Code du travail, dont moi, j'anticipe le fait qu'elle va créer du chômage supplémentaire, tant aussi par rapport à l'enjeu de la transition écologique, dont on sait que c'est une source considérable de création d'emplois. Nous allons voir si le gouvernement prend à bras le corps cet enjeu-là et organise la conversion écologique de notre économie. Et j'espère que dans ces domaines, nous aurons matière en tout cas à débattre. Mais moi, je veux adresser la question de l'emploi comme celle du revenu universel. En tout cas, je continuerai à me battre pour cette idée qui, de toute façon, s'imposera pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, je maintiens ici que le travail va se raréfier à cause de la révolution technologique. S'il se raréfie, il faudra penser nos systèmes de protection sociale parce qu'ils sont aujourd'hui financés par le travail. Si nous ne le faisons pas, nous nous apprêtons à nous préparons à une société de plus en plus sauvage, entre ceux qui ont un emploi et ceux de plus en plus nombreux, qui n'auront pas d'emploi ou alors un emploi si précaire que cela ne les sortira pas de la pauvreté. La réalité du projet d'Emmanuel Macron, c'est que les peu d'emplois qu'il créera, ce seront des emplois pauvres en droit, mais aussi pauvres financièrement. Ahmed nous appelle de Gironde. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour, joyeux anniversaire à Benoît Hamon. Merci. Je voulais vous dire, j'apprécie votre action. Moi, je le dis tout de suite, je suis un électeur insoumis. J'apprécie beaucoup votre action sur le fond et sur la forme, et j'ai été très choqué de l'injustice et de la déloyauté dont vous avez fait l'objet de la part de vos amis socialistes après la primaire, notamment ici dans ma circonscription 9e de Gironde où vous avez été trahi par un certain Gilles Savary qui heureusement a perdu. Ma question c'est sur le fond, sur les questions économiques et sociales, de réduction des inégalités, sur un impôt plus juste, sur la planification écologique, et même au niveau politique, pour une 6e République. Qu'est-ce qui vous différencie de nous, des insoumis, monsieur Benoît Hamon? Vous avez même un ancien socialiste qui s'appelle Lim Wang Nok qui a quitté le PS à cause de ses dérives libérales et qui nous a rejoints. Donc, et qui était avec Benoît Hamon en 2012. Eh ben, tout à fait. Et je ne veux pas croire que ce qui vous empêche de venir nous rejoindre, c'est seulement une question de leadership. Si c'était que ça, Jean-Luc, il va passer la main, quoi. Et puis c'est vous qui prendrez la suite. Voilà. Merci. Donc répondez sincèrement. Voilà, merci. Il vous entend. Benoît Hamon. J'ai déjà répondu 1000 fois à cette question. D'abord, je vous remercie, monsieur, de m'interroger là-dessus. La situation politique évolue. Mais il y a effectivement de nombreuses passerelles. Il y a aussi... pardon de le rappeler, mais aussi quelques différences, notamment sur la question européenne. Moi, mon désaccord avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas sur le constat. L'Europe de l'austérité, elle conduit aujourd'hui à un effondrement du projet européen. Elle est sur la solution. Je ne pense pas aujourd'hui que la sortie de l'Europe soit le moyen de pouvoir restaurer davantage de droits pour les salariés, davantage de pouvoir pour les Français. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon
le dit tel quel. Sauf que le plan qui est le sien, on ne voit pas comment il ne se termine pas par une sortie de l'euro et de l'Europe. Par ailleurs, ça va me permettre de faire la passerelle ou le pont avec une question de politique étrangère. Vous allez parler de la Syrie. Oui, la Syrie. Moi d'abord, je veux dire que j'avais eu des accords avec Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là. Je croyais ne pas en avoir avec Emmanuel Macron. Je découvre qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup transformé, comme il s'est transformé sur beaucoup de choses entre la campagne présidentielle et maintenant. Et là, vous parlez... Oui, il avait dissimulé une grande partie de la réforme du Code du travail qu'il voulait faire. Parce qu'on découvre beaucoup de propositions qui n'étaient pas dans le débat présidentiel. Il avait aussi clairement dissimulé ce qu'il voulait faire sur l'état d'urgence. On avait cru comprendre qu'il était défenseur des libertés publiques pendant la campagne présidentielle. On a maintenant une intégration de l'état d'urgence au droit commun, ce qui est, alors là, pour moi, un vrai scandale. Et enfin, sur la question de la Syrie, j'ai regardé, ou même, plus généralement des rapports à la Russie, plus un mot sur la Crimée. Interview du Figaro. Plus un mot sur la Crimée. Qu'est devenue la Crimée ? Est-ce que la France prend acte de l'annexion d'un territoire ou d'un morceau d'un territoire souverain en Europe ? Et puis de surcroît, j'entends la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit « Je ne veux pas remettre en cause, en tout cas appeler à une destitution immédiate de Bachar el-Assad tant que je ne connais pas son successeur légitime. » Son successeur légitime, il faut le souhaiter, c'était la position de la France, qu'elle soit choisie par le peuple syrien. Et c'est pour ça que nous avons toujours soutenu, nous, l'opposition syrienne. Quelle peut être désormais sa place quand la France change ainsi de pied ? Moi, je pense qu'on ne mendie pas sa crédibilité auprès de M. Poutine. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron mendie sa crédibilité auprès de M. Poutine, et je le regrette. Donc, il s'est rapproché de Jean-Luc Mélenchon. Je dis ça. Je veux dire sur les questions de politique étrangère. Parce que c'était le point de départ de la question. Je note que sur ces questions-là, Emmanuel Macron avait dissimulé. C'est pas rien la politique étrangère. C'est pas rien le code du travail. C'est pas rien les libertés publiques. Sur toutes ces questions, Emmanuel Macron ou a changé d'avis ou a dissimulé ce qu'étaient ses vraies convictions. Benoît Hamon, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Sophia Ram. Attention, si vous êtes allergique aux araignées, écoutez attentivement ce message.